Bonjour, aujourd'hui on est en droit en classe de première STMG et le chapitre qu'on va traiter porte sur le droit de propriété sur les biens incorporels. Alors il s'agit en termes de programme du thème 4, quels sont les droits reconnus aux personnes, du point 4.2 le droit de propriété et le point 4.2.2 le droit de propriété sur les biens incorporels. En termes de notions, nous allons voir bien incorporel, propriété industrielle, droit d'auteur, action en contrefaçon, marque commerciale, monopole d'exploitation. Pour voir toutes ces notions, nous allons suivre un plan en 3 points. Petit 1, la protection de la propriété sur les biens incorporels. Petit 2, la protection des œuvres intellectuelles par le droit d'auteur. Et petit 3, la protection de la marque commerciale. Tout d'abord, la protection de la propriété sur les biens incorporels. Alors, la propriété intellectuelle regroupe la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique. Cette propriété littéraire et artistique s'applique aux œuvres de l'esprit. Elle est composée du droit d'auteur et des droits voisins. La propriété industrielle a plus spécifiquement pour objet la protection et la valorisation des inventions, des innovations et des créations. Elle comprend le droit des brevets qui protège les inventions pour une durée de 20 ans et le droit des dessins et modèles qui protègent l'apparence du produit pendant une durée de 25 ans. La propriété intellectuelle est une forme spécifique du droit de propriété qui sert à protéger les créations intellectuelles de l'esprit humain. Ce qui n'est pas ou plus protégé par le droit de propriété intellectuelle est dans le domaine public et est donc librement utilisable ou exploitable par quiconque sans autorisation. On dit alors que ces biens sont tombés dans le domaine public ou entrés dans le domaine public. C'est l'exemple de l'œuvre de Victor Hugo, Les Misérables. Et la propriété intellectuelle vise à assurer une juste rétribution aux titulaires du droit de propriété intellectuelle. Maintenant, le point 2, la protection des œuvres intellectuelles par le droit d'auteur. Tout d'abord, nous allons voir ce qu'est le droit d'auteur. La propriété littéraire et artistique dont fait partie le droit d'auteur porte sur les œuvres, c'est-à-dire les tableaux, les chansons, les poèmes, les spectacles, les films, les écrits, etc. Il accorde à l'auteur un monopole d'exploitation qui dure jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur, et ce, dès la création de l'œuvre, contrairement au droit de propriété intellectuelle qui, lui, doit être enregistré auprès de l'INPI, l'Institut national de la propriété intellectuelle. L'article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création d'un droit de propriété incorporel exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. Ainsi, l'auteur d'une œuvre bénéficie de droits patrimoniaux et de droits moraux sur son œuvre. En ce qui concerne les droits patrimoniaux, on distingue le droit de représentation qui concerne la communication de l'œuvre au public et le droit de reproduction qui concerne la fixation matérielle de l'œuvre par tous les procédés qui permettent de la communiquer au public de manière indirecte. Maintenant, les droits moraux. Donc on considère qu'il y a le droit de divulgation, le droit de repentir et de retrait, le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre, le droit au respect du contenu. Le droit de divulgation, seul l'auteur a le droit de divulguer son œuvre et a le pouvoir de décider de rendre son œuvre publique ou non. Et il décide également du moment, des modalités de la première communication de son œuvre. Maintenant, le droit de repentir et de retrait. Le droit de repentir, c'est le droit d'apporter des modifications à l'œuvre et le droit de retrait, c'est le droit de faire cesser la diffusion de l'œuvre. En contrepartie de l'indemnisation de celui auquel l'exploitation de l'œuvre a été cédée, l'auteur peut décider d'apporter des modifications à l'œuvre ou d'en faire cesser la diffusion à tout moment et sans avoir à justifier de son choix. Le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre permet à l'auteur de s'opposer à toute modification, suppression ou ajout susceptible de modifier son œuvre initiale tant sur la forme
que dans le fond. Enfin, le droit au respect du contenu permet à l'auteur d'apposer son nom sur une œuvre ou, s'il le souhaite, de rester anonyme ou encore d'utiliser un pseudonyme. Il faut savoir que le droit moral est un droit perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Le droit perpétuel demeure, ça veut dire que le droit moral demeure après le décès de l'auteur et même après l'extinction des droits patrimoniaux. Les ayants droit de l'auteur peuvent ainsi exercer ce droit même si l'œuvre est tombée dans le domaine public. Le droit moral est inaliénable, ça veut dire qu'aucune clause de renonciation ne peut figurer dans un contrat sous peine de nullité, c'est-à-dire que l'auteur ne peut pas renoncer à son droit moral ni en céder l'exercice à un tiers. Enfin, c'est un droit imprescriptible, ça veut dire qu'il ne s'éteint pas avec le temps. Tant que l'œuvre existe et qu'elle soit exploitée ou non, l'auteur et ses ayants droit peuvent exercer le droit moral. Maintenant, on va parler du troisième point qui est le droit des marques. Les marques commerciales sont devenues des éléments essentiels du patrimoine des entreprises qui peuvent leur assurer un avantage concurrentiel déterminant. Elles constituent un moyen efficace d'identification et de différenciation de la production des entreprises. En France, la marque doit être déposée auprès de l'INPI, c'est-à-dire l'Institut national de la propriété industrielle, et une fois déposée, elle est protégée pour une durée de 10 ans, renouvelable indéfiniment. Pour que la protection de la marque existe, il faut qu'elle soit exploitée et défendue. Le titulaire de la marque a une obligation de veille juridique et concurrentielle. Il faut surveiller que d'autres personnes ou autres structures n'utilisent pas ou ne copient pas la marque. Dans le cas contraire, il peut être mis un terme au monopole d'exploitation. Alors, il existe différents types de marques. La marque peut être une marque verbale, c'est-à-dire un mot, des mots, un slogan, un nom patronymique, un nom géographique, etc. Donc, on a par exemple la marque Sophie la girafe. La marque peut être figurative, c'est-à-dire juste un logo, un cachet, un dessin, une lisière en relief. Je vous ai mis l'exemple de la pomme qui est la marque figurative d'Apple. Enfin, la marque peut être semi-figurative, c'est-à-dire qu'elle est composée d'une marque verbale et d'une marque figurative. C'est par exemple le logo Puma avec le motif plus la marque ou encore le logo de Bic. Pour être valable, la marque doit être disponible, distinctive, licite et non déceptive. Alors, une marque est disponible, ça veut dire qu'elle ne doit pas utiliser de termes génériques ou descriptifs. Maintenant, une marque est distinctive, ça veut dire qu'elle ne doit pas porter atteinte à un droit antérieur détenu par un tiers. Une marque est licite, ça veut dire qu'elle doit être conforme à l'ordre public et ne doit pas contenir de drapeaux ou de signes officiels protégés, de termes incitant à l'usage de stupéfiants, de termes injurieux ou racistes. Enfin, la marque est non déceptive, ça veut dire qu'elle ne doit pas tromper le consommateur sur la composition, l'origine, la qualité des produits ou des services qu'elle désigne. Maintenant, il s'agit de voir l'action en contrefaçon. Une personne titulaire d'un droit de propriété intellectuelle dispose d'un monopole d'exploitation sur son droit d'auteur, sa marque. Cela signifie qu'elle est la seule à pouvoir l'utiliser et à pouvoir autoriser d'autres personnes à le faire. Elle peut ainsi utiliser toute utilisation non autorisée de son droit de propriété intellectuelle via l'action en contrefaçon. D'après les articles L713-2 et L713-3 du Code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon d'une marque est constituée de la reproduction, s'il y a un risque de confusion et ou l'usage d'une marque sans l'autorisation de son propriétaire, ou la suppression, c'est-à-dire l'imitation de la marque. Dans la réalité, il n'est pas toujours facile de défendre sa marque et dans le cadre d'une économie mondialisée, la question du dépôt de la marque dans d'autres pays est une décision stratégique pour l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise peut déposer sa marque dans son propre pays. Maintenant, est-ce qu'il est judicieux de déposer cette marque dans les autres pays dans lesquels elle est susceptible de diffuser son produit ?
Par exemple, la contrefaçon n'est pas toujours le meilleur moyen de défendre sa marque. Les entreprises utilisent souvent comme fondement de leur action judiciaire la concurrence déloyale, notamment la notion de parasitisme commercial. Maintenant, il faut savoir que la contrefaçon entraîne pour son auteur des conséquences civiles, c'est-à-dire que la victime de contrefaçon peut être indemnisée du préjudice qu'elle aura subi. Il y a également des conséquences pénales, c'est-à-dire que le contrefacteur peut devoir payer jusqu'à 300 000 € d'amende et être condamné jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. La procédure française de saisie en contrefaçon peut permettre aux titulaires de droits de propriété industrielle de rapporter la preuve d'une atteinte à ses droits. Voilà, ce chapitre est terminé. Donc je vous ai juste mis pour clôturer un nuage de mots avec les points importants. Donc la contrefaçon, la notion de propriété industrielle, la notion de droit d'auteur, la notion de marque, la notion de monopole, la notion de reproduction, le repentir, l'intégrité et la divulgation. Voilà, j'en ai terminé.